façon très conséquente les effets de cet état d'urgence, et on dit qu'il y a eu finalement l'état d'urgence et ses conséquences sont peu importantes si on regarde les mises en examen. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est très grave dans l'état d'urgence, c'est que le pouvoir judiciaire passe au second plan et que c'est la justice administrative qui prend le pas. Donc le ministère de l'Intérieur qui prend le pas sur le ministre de la Justice. Il y a quelques dizaines de personnes qui sont encore assignées à résidence. Oui, il y en a 25. Combien 25. 25. Et par exemple, il y a un journaliste, c'est celui de Taranis News, qui doit aller tous les samedis pointer là à l'hôtel de police à Strasbourg. Hein, voilà. Donc il y en a encore 25, et Amnesty a quand même souligné qu'est-ce que ça veut dire d'avoir eu des perquisitions et d'être mis en détention administrative. Ça veut dire qu'il faut effectivement aller à la police 2 fois par jour. Donc ça a comme conséquence que plus de travail. On ne peut pas travailler. Parce que c'est pas possible, donc plus de ressources. Donc les gens sont dans la misère. Le fait que les gens qui sont autour de vous savent que vous êtes dans cette situation et que vous avez aussi des problèmes de vie avec votre voisin, avec la communauté. Et donc c'est un grave problème. Donc l'état d'urgence, c'est marqué sur le papier que vous avez, donc la présomption d'innocence et une procédure équitable. Ce qu'il faut savoir, c'est que les instances internationales n'ont pas laissé les choses en l'état. Donc le 20 juin 2016, le comité contre la torture a demandé des questions en disant que il y avait eu des allégations de mauvais traitement quand il y avait eu des perquisitions, et qu'il demandait une explication à la France. Et donc la France devrait répondre à ces questions, parce que le comité contre la torture, c'est quand même pas un organisme comme Amnesty, mais c'est quand même un organe de l'ONU. Et il y a eu aussi le comité des droits humains qui a aussi posé des questions sur l'état d'urgence et sur ses conséquences. Et ça confine au ridicule actuellement la dernière prolongation, parce que quand on voit le nombre de manifestations qui se déroulent, et même sans déclaration en préfecture, c'est absurde. On est en état d'urgence, et puis bon, dans les banlieues parisiennes, mais même à Strasbourg ou ailleurs, il y a des manifestations même pas déclarées. Hein. Oui, mais il y a eu un temps où il y a eu effectivement des interdictions de manifestation. Oui, il y a eu. Ah, des personnes, oui. Moi, j'en connais une à Strasbourg, oui. Qui est interdit de manifester dans tel arrondissement parisien, par exemple. Oui. Donc des manifestations qui ont été interdites, des manifestations qui n'ont pas été complètes, des gens qui ont été arrêtés, des manifestants qui ont été arrêtés, préventivement, des manifestants qui ont été interdits de manifestation, puisqu'on leur a demandé de ne pas aller à certaines manifestations, donc tout ça, etc. Et ce qui fait qu'on ne comprend pas pourquoi l'état d'urgence est prolongé, parce que le 3 juin, il y a eu une loi qui est rentrée en vigueur, et qui est une loi antiterroriste, qui est présentée comme une sortie de l'état d'urgence. Donc cette loi renforce déjà le pouvoir des autorités administratives et des forces de l'ordre au détriment du pouvoir judiciaire, et devait mettre un terme au régime d'exception, en transposant certaines mesures dans notre droit commun. Et c'est 3 juin, et après l'attentat de Nice, donc 3 semaines après, on a prolongé l'état d'urgence, alors qu'en fait, on avait dans le droit commun tous les instruments, si on voulait vraiment... Mais là-dessus, on peut s'interroger sur la pertinence de cet état d'urgence, alors qu'on est en période électorale. Hein, c'est quand même les élections libres et démocratiques en état d'urgence, grand point d'interrogation. Oui, mais là, c'est toute la complexité, et je crois qu'il faut se référer un petit peu à l'histoire pour comprendre ce processus. Il y a, se superposant à tout ce qu'on dit, le problème des élections qui est un problème politique et le problème économique. Et ce qui l'emporte à l'heure actuelle, c'est le problème des élections et le problème politique. Et la démarche n'est pas un problème d'éthique ou de démocratie, c'est un problème d'élection.
et de pouvoir. Oui, oui. Et les décisions sont prises, non pas en fonction de ce que seraient les bases de la démocratie, mais sont prises en fonction de ce qui permet d'arriver au pouvoir en fonction de la crise. Oui. D'où la corrélation directe entre la prise et le pouvoir et les décisions prises. C'est ce que je disais tout à l'heure, voilà. Les discours que l'on a, c'est souvent pour conquérir le pouvoir politique. Voilà. Donc c'est très... Et aussi, Amnesty dit que quelquefois dans certains pays, ces discours qui désignent une partie de la population comme bouc émissaire, que ce soit voilà. les migrants, les réfugiés ou les gens de confession musulmane pour la France par exemple, tous ces gens-là, c'est aussi pour cacher le fait que les gouvernements n'ont pas appliqué du tout les droits économiques et sociaux dans leur pays. Oui. Donc c'est une façon de détourner et de ne pas parler de ce qui va mal. Oui, du chômage en gros. Hein. Ici, donc on excite les gens sur les autres, quoi, ceux qui vous ressemblent pas. L'aspect religieux aussi joue un rôle essentiel dans la recherche de deuxième préoccupation pour la France, le droit d'asile. Et les réfugiés, à savoir que la France n'en fait pas assez et il y a un problème actuellement en France sur les réfugiés, en particulier sur les réfugiés de Calais, où je ne sais pas si vous avez lu l'article du Monde sur la... le gouvernement ne fait pas ce qu'il avait promis là-bas. Voilà. Il interdit qu'ils se douchent, par exemple. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que quand les gens sont partis de Calais, le ministre de l'Intérieur, qui est devenu Premier ministre, et son actuel ministre de l'Intérieur, ont tous dit que les gens qui étaient à Calais ne seraient pas dublinés. C'est-à-dire qu'on ne leur appliquerait pas les renvoyer dans le pays où ils sont rentrés. C'est-à-dire qu'ils pourraient demander directement le statut de réfugié sans passer par la demande vers leur dubliné. Et ça, les gens qui sont montés dans les bus à Calais avaient cette promesse. Donc ils sont montés dans les bus en faisant confiance à l'État. Et quand ils sont arrivés dans les CAO, là, il y en a un certain nombre qui ont effectivement, fait la démarche qui était la promesse du gouvernement, mais il y en a d'autres qui ont dit c'est une promesse, c'est une déclaration à un journal, mais ça ne marche pas comme ça. Et donc il y a des gens qui ont été dublinés, surtout dublinés en Italie, qui ne répondent pratiquement jamais. Mais il y a aussi des gens, c'est de ça que je parlais avant, qui sont soit restés à Calais, soit sont revenus après être passés par les CAO, là, et il y a eu des articles dans les médias disant par exemple que il y a toujours des gens qui les aident sur place. Et par exemple, il y a eu un obstacle mis, je crois que c'est devant le Secours catholique, il me semble, voilà, parce qu'il leur proposait des douches, et donc l'État a mis un obstacle devant, enfin on les embête. C'est le maire. Ou le maire cette fois. C'est la maire. La maire LR, ah, d'accord. Bon, voilà. Donc c'est. Donc voilà, donc ça, le problème des dublinés, c'est un problème, etc. Et donc ce qui se passe, et les enfants, les mineurs. Vous avez deux possibilités. Vous avez ce qu'on appelle les gens qui viennent directement des pays limitrophes de la Syrie en particulier, et qui viennent directement en France. Alors ceux-là ont un visa long séjour qui leur permet de déposer leur demande, qui leur est accordé à 90% dans des délais raisonnables. Et vous avez aussi un autre procédé qui est de faire venir les gens qui sont en Italie et en Grèce et de les accueillir sur le territoire français. Mais là, les chiffres sont un peu dérisoires, puisqu'on en accepte 2000, ce qui est très peu. Pour les réfugiés qui viennent ça doit être 18 000 le chiffre. Or Amnesty dit que compte tenu de ce qu'est la France et du million d'habitants, et qu'il faut quand même se souvenir que même s'il y a du chômage, on est la 6e économie mondiale, on peut quand même procéder et avoir des projets pour accueillir ces réfugiés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des gros problèmes sur l'île de France, en particulier sur Paris, parce qu'avec la nouvelle loi, on a une nouvelle loi sur l'asile, et donc en principe, il faut qu'ils viennent sur une plateforme qui leur donnera des logements, etc., et qui pourra les envoyer à la préfecture. Il faut que ça soit fait en 3 jours. Or actuellement, comme ils sont débordés, ça se passe en semaines, voire en mois.
le résultat, c'est que ces gens-là ne sont pas donnés à des CADA, c'est-à-dire ces centres d'accueil de demandeurs d'asile, et qu'ils se retrouvent, tout ça, dans la rue. Et voilà pourquoi on a il y a des campements, boulevard de la Chapelle à Paris, qui sont virés régulièrement par les forces de police. Ça va continuer. Oui. Malgré ce que Mme Hidalgo a installé. Hein. Oui. Je pense que je suis obligé d'y aller. Les choses s'enchaînent à un rythme. Donc il faut librement de la vie. Et sur les questions toxiques.